Alors, docteur Reliquet, on est très heureux de vous retrouver pour parler du tome 2 de vos chroniques de médecine contestataire. Le tome 1 a déjà rencontré un franc succès. Le tome 2 est sorti tout récemment. Et nous sommes même déjà en train de préparer la sortie d'un tome 3. Bon, il faut dire que ce sont des livres géniaux parce que avec vous, on fait en fait de la science médicale en s'amusant, il faut bien le dire. On déboulonne des mythes, on découvre des clés de santé vraiment essentielles. Bref, vos livres sont absolument géniaux. Et donc, on vous remercie pour ça. Et puis, ben, on en redemande à chaque fois. Donc, là, on va parler du tome 2 qui nous occupe. Et dans le tome 2, vous commencez par un chapitre sur l'énigme Louis Pasteur. Alors, Louis Pasteur en France, je crois qu'il a quasi une rue, une place et puis une école dans chaque village qui porte son nom. Il y a un institut, évidemment. Et donc, c'est bien normal puisque c'est un héros de la science, n'est-ce pas? Or, vous l'attaquez sérieusement, très sérieusement. Est-ce que vous avez des arguments sérieux pour l'accuser d'être finalement un imposteur et un manipulateur? Écoute, bonjour Pierre. Écoute, je suis ravi qu'on se retrouve une fois de plus autour des aventures de la médecine mondiale. Bah, Pasteur, c'est un mythe. Alors, Pasteur, c'est un mythe, mais encore une fois, très vite, on comprend. Il suffit de lire Eric Ancelet pour en finir avec Pasteur. On comprend qu'il y a quand même anguille sous roche. Et puis cette espèce d'hagiographie permanente dans le pays de Pasteur, pour dire une connerie juste derrière, absolument abominable. Quand une connerie va être prononcée, on commence toujours par dire dans le pays de Pasteur. Pasteur qui n'a jamais été médecin, Pasteur qui n'a probablement pas inventé grand-chose. On va dire qu'il a quand même probablement été un bon chimiste, mais qu'il était totalement étranger au monde du vivant et que c'est pas parce il est aujourd'hui universellement connu pour des inventions vaccinales plus ou moins abouties et plus ou moins efficaces. Encore une fois, cet homme n'a pas adopté de démarche réellement scientifique sur l'utilisation de ces vaccins. Alors, moi, j'ai voulu mettre deux choses. J'ai voulu d'abord, moi, j'étais content finalement de m'occuper de cette histoire parce que Pasteur, je l'avais jamais étudié personnellement. Donc, je suis parti sans aucune espèce d'a priori. Je savais que de toute façon, quand on commence à dire que quelqu'un n'a que des qualités, c'était pas possible, et que quand on dit que quelqu'un a que des défauts, c'est pas possible non plus. Donc, je suis parti à l'abordage. Il y a énormément d'écrits sur Pasteur de la part de ses amis, de sa famille, mais aussi de ses ennemis. Et ses ennemis, il en compte encore aujourd'hui des gens vivants en 2025 qui disent que Pasteur a probablement poussé le bouchon beaucoup trop loin pour qu'on continue à lui tresser les lauriers. Donc voilà, ça m'a occupé considérablement, jour et nuit. Pendant quasiment 3 mois, je me suis occupé que de lui. Et puis on voit quoi? Bah, on voit que, on va pas déflorer le livre, mais on voit que Pasteur était formidablement doué pour gérer les carrières des autres. C'est-à-dire que quand le voisin avait trouvé quelque chose, on commençait par dire que c'était des conneries, et puis ensuite on disait que c'était le Pasteur qui l'avait inventé. Ça, c'était sa technique habituelle. Il a déshabillé à peu près tous les scientifiques de l'époque pour se réapproprier quelques années plus tard la découverte des autres. Bon. C'est comme ça, entre autres, ça c'est dans mon livre, c'est comme ça, entre autres, que est né le vaccin antirabique, le vaccin contre la rage. Pasteur jamais été l'inventeur du vaccin de la rage. C'est totalement idiot. C'est faux. On connaît les tenants et les aboutissants de la vaccination antirabique. Puis surtout, alors là, on sait très bien jusqu'où il est allé pour laisser croire que son vaccin était efficace. Et là, c'est consternant. Là, c'est vraiment consternant. C'est consternant parce il y a eu mort d'homme. Hein. Il y a eu mort de plusieurs hommes et il y a eu mort d'enfants. Dans la mesure où, pour des raisons de chiffres, hein, fallait vacciner beaucoup, et ben on vaccinait aussi des enfants qui avaient strictement aucun besoin de vaccin, et du coup, on a tué des enfants. Et j'ai retrouvé, alors là, il y a absolument zéro doute, hein, tout est dans le bouquin, on a tout. Et même le témoignage de sa famille disant, ouais, ouais, c'est vrai, tout est mensonger, tout est fallacieux, tout est frauduleux. Cet enfant n'a jamais eu la rage. Voilà.
Oui, vous revenez sur effectivement l'histoire du petit Joseph Meister et vous dites que c'est pas du tout un miracle scientifique, mais plutôt une construction savamment orchestrée, quoi. C'est ça. Mais Euh, ouais, parce que le problème, si tu veux, c'est que les gens, en général, ce qui se passe, c'est que personne ne s'intéresse à la maladie dont on parle. C'est-à-dire que quand on parle vaccination antirabique, et allez, c'est parti, les gens sont dans leur délire sur le premier vaccin, ils sont dans le délire sur la rage qu'ils connaissent absolument pas. Donc justement, dans cet article, moi, je me suis attelé. Moi aussi, je connaissais pas la rage. J'ai jamais vu un enragé de ma vie, moi, comme tout le monde. Donc, il a fallu retourner à la source. Il a fallu retourner au XVIIe siècle et au XVIIIe siècle et au XIXe siècle. Là, on trouve des témoignages de malades, animaux et humains. Et puis, à partir de là, on commence à comprendre un peu ce que c'est que cette maladie et toutes les conneries. Une meute de loups enragés. Quand tu lis des trucs qui commencent par une meute de loups enragés, tu te mets dans l'esprit que c'est des loups zombies, hein, qui sont ils sont tous zombies, mais ils sont tous encore capables de travailler en meute. Alors qu'un loup enragé, il tombe sur un autre loup enragé, il le bouffe. Ils se sont plus capables d'avoir la moindre coopération. Donc il y a des tas de conneries qui circulent. Cet enfant est tombé sur une meute de loups enragés. Bon, bah, d'accord, là on est déjà mort de rire. Parce que c'est déjà pas possible. Il est peut-être tombé sur une meute de loups et il s'est fait attaquer par des loups. Mais c'est certainement pas une meute de loups enragés. Donc c'est des choses qui sont des merveilles, parce que quand on commence à comprendre ce que c'est que cette maladie, eh ben, on avance énormément dans plein de choses. Donc là, vraiment, je pense que cet article sur Pasteur. Pasteur, je ne sais pas si tu as remarqué, mais d'abord, il faut savoir, personne ne le sait, mais il était infirme, Pasteur. Il a fait un AVC super grave, relativement jeune, dans ses 40 ans à peu près, qui l'a laissé hémiplégique, et probablement que son AVC était tellement grave qu'il a dû détruire une partie de son cerveau très importante, qui a entraîné des troubles psychiques, des troubles d'empathie. C'est un gars qui n'avait pas d'empathie, mais encore une fois, on parle d'un grand infirme avec une bonne moitié de cerveau ou un quart de cerveau en moins. Hein, donc on rigole pas, c'était un grand infirme. Voilà. Donc probablement avec des caractéristiques neuropsychiques particulières qui peuvent expliquer qu'il n'ait absolument jamais aucun arrêt dans rien. Bon, alors évidemment, après, c'est aussi, il y a des histoires amusantes parce qu'on s'aperçoit que c'est la grande et la petite histoire qui s'en mêlent. C'était cette espèce de guerre entre l'Allemagne et la guerre perdue de 1870 et la France qui veut absolument rester cocardière, se montrer à la pointe, entre autres, de la science. Il nous fallait un étendard. Et on a pris Pasteur, qui était un anti-allemand, mais féroce, et qui, la première chose qu'il a fait, il a soigné un enfant alsacien qui était passé sous contrôle allemand. Donc, il a rendu à l'Allemagne un petit Allemand, français. Donc, tout ça, c'est cousu de fil blanc, c'est absolument génial. Mais bon, faut savoir décoder. Alors, docteur Reliquet, il faut que je vous dise que hier soir, j'avais un petit mal de crâne parce que j'avais une grosse journée. Et comme j'aime pas souffrir, j'ai foncé à l'armoire à pharmacie pour prendre un fameux Doliprane 1000. Et puis 30 minutes plus tard, j'étais frais comme un gardon. Et vous, docteur, vous osez dire que la molécule active de ce médicament, qui est donc le paracétamol, serait mauvais. Pourtant, il est bien miraculeux, ce médicament. Pourquoi faudrait plus en prendre? Alors écoute, ça ouais, c'est assez grave ça. C'est assez grave parce que le paracétamol, j'explique comment il est né. Il est né sur la synthèse d'une molécule qui est en fait une teinture pour textile, hein, de l'aniline. Bon. Et puis au fur et à mesure, on a fabriqué des médicaments qui étaient très antalgiques, parfois plus antalgiques que le paracétamol, mais d'une toxicité absolument mais échevelée, dont certains, alors, on explique, l'antifébrine, etc. Certains qui avaient des marges extrêmement étroites. Et quand on prenait ces produits-là, en général, on s'habituait à l'effet antalgique.
Donc, pour avoir le même effet antalgique, il fallait augmenter les doses. Et dès qu'on a augmenté les doses, on arrivait dans les niveaux toxiques. Alors, pour ce qui est du paracétamol, on n'est pas. Évidemment, on n'a pas toutes ces caractéristiques catastrophiques, mais on agit, oui, c'est bien, parce que ça fait baisser la fièvre, ça fait baisser la douleur, et il n'y a pas d'effet indésirable. Et ça a duré 50 ans. Alors que quand on reprend la littérature sur le paracétamol, quand on prend PubMed, il ne faut pas écouter les naturopathes qui vous disent que machin. Non, non, on prend la vraie science. On prend la vraie science et on regarde ce que l'acétaminophène, paracétamol, acétaminophène, c'est sa terminologie anglo-saxonne, a entraîné dans le monde depuis qu'on étudie le paracétamol. C'est catastrophique. C'est catastrophique pour les femmes enceintes, c'est catastrophique pour les bébés, c'est catastrophique pour les fêtards, pour les insuffisants hépatiques, c'est catastrophique pour ceux qui ont des maladies virales. Ceux qui étaient sous Covid et qui faisaient des Covid sévères et qui bouffaient 4 grammes de paracétamol, ils étaient tranquilles qu'ils se prenaient en plus le risque d'une iatrogénie liée au paracétamol, que par ailleurs on leur proposait de prendre depuis l'Assemblée nationale en France. C'était à l'époque Véran qui disait vous avez qu'à prendre du Doliprane. Pourquoi il disait Doliprane et pas paracétamol? Il faut savoir que Doliprane, c'est Sanofi. Et Sanofi, c'est le gars, c'est la boîte qui a fait, qui a énormément contribué financièrement à la réélection d'Emmanuel Macron. Donc, on dit pas paracétamol des fois qu'il y ait du Dafalgan qui soit vendu. On dit Doliprane. Et donc, les gens s'achetaient du Doliprane. Voilà. Donc, en plus, ça a fait une pub pour un produit qui était, mais il fallait surtout pas prendre du Doliprane en cas de Covid, quoi. C'était catastrophique pour le glutathion, pour la fabrication du produit le plus antiviral qu'on peut synthétiser naturellement dans le foie. Et ben, le paracétamol vous le flingue. Donc, grave, quoi. Voilà. Alors aujourd'hui, moi, je vois apparaître pas mal de papiers y compris des institutionnels, hein, Vidal, Egora, les boîtes qui relayent la propagande des firmes, pour dire, bon, on va peut-être se calmer avec la femme enceinte parce qu'il semblerait que on est un peu, on est un peu merdoyé, et puis pour les nourrissons, c'est pareil. Pour les nourrissons, il ne faut surtout pas. Alors, il y a une pratique, là, il faut la dénoncer, c'est la pratique qui consiste à dire il y a des effets indésirables au vaccin, donc on n'a qu'à donner du paracétamol aux bébés avant qu'on les vaccine, comme ça ils auront moins de fièvre, et comme ça on ne va pas les revoir dans les cabinets dès le lendemain. Bon. Donc il y a eu pendant très longtemps une mode qui consistait à filer du paracétamol aux nourrissons en prévision des séances vaccinales. Mais on sait aussi que le paracétamol a une action qui bloque la réaction recherchée de la fabrication des anticorps. Donc bravo, c'est très malin. Un, c'est toxique. Et deux, quand on donne ça pour un vaccin, en plus, on amoindrit l'efficacité potentielle du vaccin. Tout est faux. Donc voilà, il était temps de reparler de ce paracétamol pour comprendre que ça n'est pas la bonne molécule et certainement pas traiter la fièvre. Ça n'est pas une bonne idée de se faire baisser sa température. Et j'explique que les petits, les enfants de moins de 3 mois, n'ont pas le droit d'avoir de la fièvre. C'est-à-dire que si un enfant d'un mois et demi a de la fièvre, c'est pas du paracétamol dont il a besoin. Il a besoin d'un service d'urgence. L'enfant va être hospitalisé, il va être stagé dans tous les sens et on va s'attacher à comprendre pourquoi cet enfant d'un an et demi a de la fièvre. On a deux causes principales, une origine urinaire et une origine de méningite. Donc on va lui, voilà, c'est pas du paracétamol. Et puis chez les autres, bah, le fait que la température monte vous protège et vous aide à combattre simplement l'agent pathogène. Alors franchement, encore une fois, pas de paracétamol, non. Voilà. Et puis, dernière chose, il faut voir dans mon bouquin, on a su rechercher le niveau antalgique du paracétamol. Eh bien, il est mauvais. C'est en plus un mauvais antalgique. Donc, bon, il serait temps quand même que l'on comprenne que ce produit est un faux ami de l'humanité et qu'on pourrait très utilement le laisser tomber dans 90% des indications utilisées aujourd'hui, qui sont de l'auto-prescription.
C'est comme ça que les gars gagnent de l'argent, hein. C'est quand Hmm. Doliprane est en vente libre dans les pharmacies. Ça, tout va bien. À bon entendeur. Alors, docteur Reliquet, vous avez intitulé un chapitre Aliéner mes frères. Alors, on peut se demander pourquoi ce titre. Est-ce que vous vous sentez une proximité particulière avec les aliénés? Peut-être que le Conseil de l'ordre, oui, vous considère un peu comme Oui, c'est vous, ça. mais C'est ça. pourquoi ce titre? Pourquoi ce chapitre? Bah, parce que, je ne sais pas si tu as vu, mais alors ça, c'est un chapitre qui m'a beaucoup fait travailler aussi. J'ai essayé de comprendre comment on appréhendait la folie autour des 10 derniers siècles. Donc, comment on les prend en charge, comment on essaye de les comprendre, comment on essaye de les soigner. Et alors là, quand on commence à essayer de soigner un aliéné au XVe siècle, là, là, on a peur. Mais encore, on a peur. Et au XXe siècle, on avait des techniques qui étaient absolument catastrophiques. Et j'ai tenu à ce qu'elles soient. Alors, on n'en parle plus jamais, hein. On parle jamais plus de la singulectomie chirurgicale, qui consistait à passer un pic à glace au-dessus de la paupière supérieure des gens et avec un petit marteau, on rentrait dans le cerveau en passant par la fente sphénoïdale et ensuite on détruisait les lobes antérieurs, les lobes frontaux des gens, hein. La singulectomie, c'était ça. C'est comme ça on a rendu la sœur de Kennedy infirme. Elle avait tendance à être un peu fêtarde, un peu alcoolo et à aimer les mecs. Et pour le père Kennedy, qui voulait absolument avoir un fils président des États-Unis, d'avoir une gonzesse impilotable, c'était impossible. Donc on l'a rendu complètement infirme par singulectomie. Alors, singulectomie, vous chercherez dans mon article, vous verrez, c'est très bien expliqué, hein. Pas besoin d'anesthésie, on allonge les gens, on a un pic à glace, on a un petit marteau. Voilà comment ça se passe. Il y a la photo, hein. On a une photo d'une dame. C'est souvent les singulectomies arrivaient souvent aux femmes, hein, parce que c'était souvent les femmes qui se rebellaient contre les hommes. Et c'était une pratique qui était quand même très répandue aux États-Unis. Et aux États-Unis, quand une femme emmerdait le monde, on la singulectomisait. Donc voilà, vous verrez la technique. Mais j'en ai quand même laissé pour le Moyen Âge. J'ai quand même démontré que on a tout fait à nos aliénés. Et qui est aliéné? Ça aussi, c'est une question vachement intéressante. Parce qu'en fonction des époques, celui qui se fout une perruque rose avec une barbe et une mini-jupe et puis des talons aiguilles et puis qui sort sur les Champs-Élysées, aujourd'hui, personne ne remarque. Mais il y a 300 ans, le gars, il sortait pas de prison. Donc il faut juste se souvenir que le fou de quelqu'un n'est pas le fou du lendemain. Donc voilà. Il y a parfois des gens qu'on décrète fous, puis 50 ans plus tard, c'est très normal, hein. Une femme qui portait un pantalon avant 14, ouh, ça sentait son esprit rebelle et incapable de supporter la domination masculine. C'était déjà un signe d'hystérie. Donc, ça pouvait mal se finir, une femme en pantalon. Donc voilà, tout ça, c'est aliéner mes frères. Bah, moi, je suis peut-être aussi l'aliéné des uns, et pendant que voilà, c'est comme ça. Mais c'est un bel article parce que il y a aussi beaucoup la religion et la philosophie qui s'est entremêlée dans l'esprit des censeurs, des juges. Tu es fou, tu es folle. Et puis alors, je raconte l'histoire de Loudun où dans un couvent de bonnes sœurs, tout d'un coup, une folie érotique euh, euh, tombe sur le couvent et alors il y a des possédés, mais pas que. Alors là, c'est à mourir de rire parce que le gars, il vous fait des tranches de nonnes. Celle-là, elle a rien, celle-là, elle a un peu, celle-là, elle a moyen, celle-là, on la brûle. Bon, bah oui, qu'est-ce que tu veux? Voilà, c'est des choses qu'il faut écrire parce qu'il y a toujours un médecin derrière, hein. Il y a toujours un médecin qui est responsable de dire la vérité. Donc lui, il est doc. Donc il annonce que elle, on la brûle, elle, on l'enferme. Ça passe parfois à pas grand-chose, hein. Mais voilà, c'est dans l'article. Article génial en tout cas. On ne peut qu'en recommander la lecture.
Alors, docteur Reliquet, quand on a lu votre tome 1 des Chroniques de médecine contestataire, qu'on a entamé la lecture du tome 2, on peut être tenté de se mettre sous antidépresseurs tant les mensonges, les magouilles et autres sont Oh, bravo légion. Pierre, bien joué. Vous avez Oh vu la là là, la transition? transition, alors là, sur 10. Ben, en tout cas, vous, Bah dans ce ouais, ouais. chapitre sur les médicaments psychotropes que vous appelez donc la Grande Dépression, vous semblez dire qu'au lieu de soulager les patients, les médicaments psychotropes les enchaînent dans une dépendance silencieuse. Mais est-ce que c'est Alors voulu? là, Est-ce que c'est un accident? Est-ce que voilà. c'est de l'incompétence? Je pense qu'il y a l'esprit de lucre, il y a l'esprit de désir de gagner beaucoup d'argent. Il y a une inconscience absolument faramineuse des produits que les gens mettaient sur le marché. On rappelle quand même que l'héroïne était vendue en pharmacie pour les bébés, hein. C'était un antitussif. Bon. Donc à partir du moment où on file de l'héroïne aux enfants parce que ça les empêche de tousser, après, il ne faut pas s'étonner si on va un tout petit peu plus loin pour les adultes, hein. Bon. Donc les adultes, ben oui, l'adulte, il veut dormir. Eh ben, je vais un somnifère. Bon, l'adulte, il est triste, on va l'exciter. Le combattant, il a peur de mourir. Eh ben, on va lui donner un peu de patate. Pas grave, ça. J'explique dans mon livre, et ça, c'est quelque chose que les gens ne savent pas, c'est que la Deuxième Guerre mondiale, ça a été la guerre des psychotropes. La plupart des armées bourraient leurs combattants de saloperies synthétiques, plutôt des excitants. Voilà. Jusqu'à très tard dans la guerre, le plus toxicomane de toute cette période, c'est probablement Hitler qui utilisait, mais de tout, tous les jours. Il avait un médecin personnel qui était un fou furieux notoire, qui lui proposait des hormones animales, qui lui proposait de l'héroïne, qui lui proposait de la benzédrine, qui lui proposait des tas de trucs. L'autre, il savait plus dormir, il tremblait comme une feuille, il avait un Parkinson à 40 ans. Bon, mais il était complètement détruit matin et soir. Alors, Hitler ne dormait pas. Résultat, quand Hitler dormait, on ne dérangeait pas Hitler. Ça a d'ailleurs été, ça a eu un prolongement historique magistral. Il faut savoir que quand le 6 juin 44, quand les Alliés ont débarqué, personne n'a voulu déranger Hitler. Parce qu'enfin, il dort. Donc on lui fout la paix, sinon on va se faire défoncer. Donc pendant plusieurs heures, les Américains ont mis pied en Normandie parce qu'Hitler dormait. Donc on n'a pas fait bouger les armées de réserve, etc. On a laissé tout en plan en attendant qu'Hitler se réveille. Et vous voyez à quoi ça tient, hein. Bon. Alors on peut aussi se poser la question de savoir si cette immoralité absolument abominable des nazis n'était pas simplement une immoralité de toxicomane en bande. Voilà. Alors évidemment, on dit, ah mais oui, mais non, ce sont des gens d'extrême droite, des fascistes, des nazis, des trucs. D'accord. Mais un mec d'extrême droite, fasciste, nazi, sans ces drogues-là, aurait peut-être pas pousser le bouchon aussi loin que ce qu'on a vu des massacres de prisonniers, les camps de concentration, tout ça. Enfin, voilà. Donc, réflexion sur l'utilisation des psychotropes en masse. Et après, évidemment, alors on se fait de l'argent avec tout, hein. On fait de l'argent avec tout. Au début, il y a toujours une période bleue. C'est-à-dire que quand on commence un traitement, tout va toujours très bien. Mais même pour les antalgiques, c'est la même chose, hein. Tout va très bien. Et puis ensuite, les ennuis commencent parce qu'il y a l'accoutumance, et puis il y a la suétude, et puis il y a la tolérance, il faut augmenter les doses. Et puis après, il y a les associations thérapeutiques. Et alors là, ça devient du grand n'importe quoi. Et tout le XXe siècle a été un enchevêtrement de molécules psychotropes catastrophiques qui ont toutes disparu, hein, quasiment toutes, hein. On utilise, à l'époque, on utilisait les barbituriques, etc. Ça s'utilise plus en ville, on a compris l'énorme danger. Voilà, on a gardé quelques-uns, quelques anesthésiques, voilà, mais sinon le reste est parti à la poubelle. C'était vraiment que des trucs trop dangereux à conserver. Ça aussi, c'est un bon article, parce qu'on peut aussi en parler sur le plan scientifique.
C'est-à-dire que quand on lit, ouais, les antidépresseurs, c'est vachement bien parce qu'il y a beaucoup de déprimés au XXIe siècle. Beaucoup de déprimés, mais c'est parce qu'on décide qu'ils sont déprimés. Si moi, médecin, je décide que je ne vais pas mettre un antidépresseur à un patient triste, eh bien voilà, j'ai peut-être fait mon travail. Parce que c'est tellement simple, au bout de 10 minutes de consulte, de dire, bah tiens, toi, ta copine, elle t'a quitté. Oh, t'es déprimé, toi. Allez, hop, hop, antidépresseur. Bon, bah, c'est catastrophique d'entendre un truc pareil. Mais après, on peut techniquement, scientifiquement, et c'est très facile, de, d'évaluer les capacités antidépressives des antidépresseurs. Et c'est ce que j'ai mis dans mon article. Ben, c'est dégueulasse. C'est honteux. Parce qu'en plus, une fois que vous avez pris suffisamment longtemps votre antidépresseur, non seulement vous n'êtes pas mieux, mais en plus, vous ne pouvez plus l'arrêter. Parce que quand vous l'arrêtez, vous êtes encore plus déprimé, ou encore plus stressé, encore plus angoissé. Avec un médecin qui va vous dire, ah, vous voyez que vous aviez intérêt à prendre l'antidépresseur que je vous ai prescrit, car quand vous l'arrêtez, vous êtes plus mal. Donc, je vous le remets plus fort, parce que maintenant, vous êtes plus atteint. Et voilà. Donc, c'est horrible. Ne rentrez pas là-dedans. J'explique aussi dans cette partie du livre que pas plus de 20 à 30% des patients sont répondeurs sur les molécules antidépressives. Les autres seront jamais répondeurs. Donc, ce n'est pas la peine de démarrer. Vous avez déjà 7 chances sur 10 de ne pas avoir de résultat. Et la dépression, ça se soigne autrement par médoc. Il n'y a qu'à gérer en famille, avec des copains, avec son entourage. On gère le problème. Ça peut être des trucs vachement graves. Vous avez perdu un enfant, personne ne va vous dire que vous n'avez pas le droit d'être triste. Mais pourquoi vous devriez prendre un médoc parce que vous avez perdu un enfant? Vous allez faire votre deuil, ça va être douloureux. C'est dans votre carrière de vie. Vous allez rencontrer tous, moi le premier, des moments extrêmement durs à vivre. Et si à chaque fois on se fout sous camisole chimique, et alors comment on grandit, comment on se crée une vie, quoi. Voilà, des fois on en prend plein les dents. Voilà, pas besoin de ces produits-là, certains. Alors, docteur Reliquet, vous avez ensuite un chapitre intitulé Mammographie et PSA systématique, pourquoi et comment il faut s'en défaire. Alors, le message de ce chapitre est assez clair, même s'il peut paraître un peu fort de café, puisque vous nous expliquez que certains dépistages dits préventifs du cancer feraient en réalité plus de mal que de bien. Mais comment est-ce possible? Et puis, j'ai envie de dire, Octobre Rose là-dedans. Octobre Rose quand même. Tu me cherches, hein. Toi, tu as bien lu le bouquin et tu me cherches. Bon, écoute, ce qu'il faut bien que les gens comprennent, c'est que parfois l'enfer est pavé de bonnes intentions. Moi, je pense que le jour où on a inventé le concept de mammographie systématique en Occident, on n'a jamais imaginé faire mal. Simplement, ce qu'on n'a pas su au départ, c'est que on a pris un modèle suédois de mammographie systématique qui était un modèle qui avait été frauduleux. Le gars a triché parce qu'il s'était accoquiné avec un marchand de mammographes. Voilà. Donc, il a fait une étude frauduleuse. On a les chiffres, on a les chiffres officiels de l'étude sur laquelle il s'est basé pour tricher et pour pousser à la mammographie systématique, démontrer, évidemment, il l'a caché, mais que la mammographie systématique induisait plus de problèmes qu'il créait de solutions. Bon. Donc, en France, on s'est jeté à corps perdu, mais dans toute l'Europe et puis dans tout l'Occident, on s'est jeté sur la mammographie systématique. Le jour où on a vu que les chiffres étaient foireux et qu'on entraînait des catastrophes, c'est là où la machine sanitaire est complètement fautive, c'est qu'elle ne s'est jamais arrêtée. Alors qu'on a tous les chiffres pour prouver, documenter que la mammographie crée plus d'emmerdes qu'elle n'en résout. Voilà. Alors, encore une fois, c'est pas intuitif ce que je vous raconte. C'est-à-dire que comprendre la raison pour laquelle les mammographies entraînent plus de catastrophes qu'elles n'en règlent, il faut lire ce passage. Parce que je vous dissèque tout ça point par point. Il faut être calme. Il faut de la mesure et il faut surtout reprendre la science. La science vous démontre qu'est-ce que c'est qu'un faux positif par excès?
Qu'est-ce que c'est qu'un faux positif par défaut? Qu'est-ce que c'est que du post-opératoire catastrophique? Qu'est-ce que c'est que des décès post-thérapeutiques? Il y a beaucoup de femmes, je suis navré de le dire, mais beaucoup de femmes décèdent de complications qui sont nées des traitements qu'on leur a appliqués, hein, et pas de leur cancer du sein. Donc ça aussi, il faut quand même bien comprendre. Et à mon avis, l'article il est relativement clair. Chaque femme a le droit de réfléchir, chaque femme a le droit d'aller faire des mammographies si elle le souhaite, mais chaque femme a, à mon avis, intérêt à avoir lu mon article, lu les arguments des uns et lu les arguments des autres. Encore une fois, je ne suis pas le seul à dire d'abandonner la mammographie. Il y a même un pays qui commence à tourner autour très sérieusement, c'est la Suisse. La Suisse, c'est quand même pas spécialement un pays de rigolo sur le plan de la médecine, mais eux sont en train, ils sont au bord de dire, bon, on arrête. Ils l'écrivent, mais presque pas, ils vont pas au bout. Mais j'ai mis dans mon article des termes qui ont été publiés par la Société suisse de cancérologie. Sachez lire, hein, c'est marqué. Donc voilà, PSA, c'est pareil, c'est la même mécanique. Les hommes voudraient bien savoir s'ils ont un cancer de prostate. Eh bien, tiens, le PSA, on va l'inventer pour ça. Sauf que le PSA, il n'a pas été inventé pour faire du dépistage. Voilà. Et à partir du moment où on utilise un mauvais outil pour faire du dépistage, eh ben, on a des résultats foireux. Et alors là, on commence à s'en rendre compte un peu plus vite. C'est-à-dire que, comme par hasard, hein, il y a quand même toujours un peu, on ne traite jamais les hommes et les femmes de la même manière. C'est-à-dire que pour les hommes, on voit apparaître des urologues qui disent, bon, oui, il y a certainement des cellules cancéreuses, on va voir ce qui se passe dans 6 mois et on ne va pas se précipiter. Alors que chez les femmes, ouais, ouais, allez, d'accord, allez, on opère. Donc, voilà, ce sont des éléments scientifiques qu'il suffit de chercher à droite, à gauche, et ça finit par donner un bon élément de réflexion. Je peux comprendre qu'on ne soit pas d'accord avec les arguments que j'avance, mais alors, en revanche, mais mais faut pas me dire c'est nul, c'est machin. Non, faut me dire, faut m'amener des arguments valables. Je suis prêt à les entendre, mais à mon avis, ils sont difficiles à trouver. Alors, docteur Reliquet, vous enchaînez toujours avec un chapitre sur le cancer, intitulé Cancer, que penser de nos traitements? J'ai envie de vous demander, selon vous, est-ce que accepter une chimiothérapie, c'est accepter de jouer à la roulette russe? Écoute, ça aussi, c'est un. J'ai pas du tout rigolé quand j'ai fait cet article. Parce que j'ai été médecin généraliste pendant 25 ans. J'ai envoyé des tas de patients faire des chimios et j'ai vu pas loin de 100% de catastrophes. Voilà. Donc, de gens qui ne s'en sont pas tirés, ou alors des gens qui ont eu des effets indésirables post-chimiothérapie qui est absolument abominable. Bon. La question qui se pose, c'est de savoir si les chimiothérapies sauvent les vies ou pas. La réponse, elle est oui, certainement, dans certaines indications thérapeutiques qui sont hélas extrêmement limitées, dont le tumeur du testicule, dont certains types de leucémie, etc. Là, dans ces cas-là, il n'y a pas à discuter. C'est la chimiothérapie qui sauve. Il y a zéro doute. Et puis ensuite, on ouvre les chimiothérapies à tous les autres cancers. Et évidemment, vous imaginez l'appétit des industriels quand on peut proposer une ligne de chimio à 100 000 balles. La chimio, pour 3 mois, 100 000. Et vous avez en plus la Sécu qui dit d'accord, on paye. Mais 100 000, et ça donne quoi 100 000? Bah, on ne cherche même plus à donner des augmentations de durée de vie. C'est-à-dire que les médicaments de chimiothérapie actuellement vous donnent des stades à la con, durée sans nouvelle métastase, durée de doublement de la tumeur. Donc plus la tumeur double lentement, plus on est content. Alors que ça ne veut pas du tout dire qu'il n'y a pas 9 tumeurs qui sont nées sur les côtés, hein. Donc on prend des paramètres qui sont totalement débiles pour justifier des chimiothérapies qui, dans la plupart des cas, n'amènent aucune survie supplémentaire. Il faut être clair. Je donne dans mon article
les résultats d'un sondage qui avait été fait chez des radiothérapeutes dans le nord de l'Europe. Bon, les gars, on leur dit, alors les gars, si vous aviez un cancer, vous feriez une chimio? Et les radiothérapeutes, ils disent, nous, jamais. 95% des radiothérapeutes disent, nous, on ne fera jamais de chimio, nous. Que dalle. Ça vous montre que même dans la profession médicale, on sait que ces produits-là, c'est une catastrophe. Alors le problème, mais encore une fois, on vous demande de mourir poliment dans ces histoires-là. C'est-à-dire que quand vous avez un cancer gravissime qui va peut-être vous tuer, on vous demande poliment de bien vouloir continuer à faire marcher la machine pour pouvoir passer des lignes de chimio à plusieurs dizaines de milliers d'euros. Bon. Et on vous interdit de vous soigner par des médicaments ou des produits annexes. Vous avez interdiction formelle d'utiliser l'armoise, interdiction formelle d'utiliser le chlorure de magnésium, interdiction formelle d'utiliser la chaleur, la vitamine C, interdiction formelle d'utiliser le bleu de méthylène, mais c'est interdit. Mais vous prenez des chimios super agressifs qui vont pas vous guérir. Voilà. Oui, Bon, vous alors parlez ça, de tous ces traitements ça cesse. alternatifs hein. Dans un chapitre, justement, Il faudra un c'est jour que ça incroyable. cesse. Hmm. Là, tu vois, là, en ce moment, je suis sur un article qui me passionne, mais c'est sur le bleu métier. Voilà, travaillé par un gars, il est tout seul, il n'a pas d'argent, c'est un Français, ça fait 15 ans qu'il rame sur le traitement métabolique du cancer, mais lui, il n'a pas une ligne de chimio dans ce qu'il donne. Hydroxycitrate, bleu de méthylène, machin, c'est que des produits à 5 euros le kilo. La personne ne l'aide, et ça sort pas. Ça sort pas alors qu'il a des bons résultats quand il fait un par-ci, un par-là. Mais en faisant un par-ci, un par-là, il ne peut pas faire d'études scientifiques sérieuses. Il lui faut 1 000 malades. Mais on ne lui donne pas 1 000 malades. Alors, il ne peut pas. Voilà. Donc, voilà la catastrophe sanitaire supplémentaire. Mourrez poliment si vous avez un cancer. Laissez-vous faire. Voilà. Et on est en train de criminaliser les médecins qui pourraient vous déconseiller d'adopter certains protocoles thérapeutiques que d'autres vous proposent. C'est-à-dire que si on vous propose chimio, radio, chir, immunothérapie, je sais pas quoi, et qu'il y a un médecin généraliste qui dit non, faites pas ça, c'est dangereux, eh ben on attaque le généraliste en disant vous êtes une secte et vous l'avez empêché de se soigner au mieux de ses intérêts. On se fout de qui? Vous voyez, c'est vachement grave. Donc voilà. Alors la partie chimio, elle est catastrophique hein, dans cet article. Mais encore une fois, moi j'ai un tableau avec le nom du produit, combien de temps ça vous donne en vie supplémentaire, et ça vous donne le coût. Et puis si un jour on vous dit, voilà, on va vous proposer tel produit, bah, vous pouvez prendre le tableau, ou si vous entendez parler d'un patient ou d'un copain qui machin, regardez le produit, regardez le gain de survie. Vous ferez comme vous voudrez, hein. Mais encore une fois, ce sont des données authentiques et ce sont des données publiées généralement des données de firme. Donc, elles sont maximales. C'est C'est-à-dire que clair. peut-être même qu'elles sont surévaluées Hmm. d'efficacité. J'estime qu'on peut très bien être soignant, admettre l'évidence, on ne sait pas tout soigner, et c'est certainement pas une raison pour laquelle on doit se complaire dans des traitements qui systématiquement sont inefficaces et dangereux. On a quand même le respect de l'éthique, c'est la règle, c'est le serment d'Hippocrate, c'est pas de faire n'importe quoi avec la vie des gens. On passe au neuvième et dernier chapitre du livre, intitulé Diphtérie tétanos ou l'affaire du bâton anti-éléphant. Alors, pour que les choses soient bien claires pour nos auditeurs, en gros, vous expliquez dans ce chapitre que le vaccin diphtérie tétanos ne servirait à rien parce que ces maladies ont quasi disparu et qu'en plus, l'utilité de ce vaccin est douteuse. Et pourtant, ce vaccin fait bien partie du calendrier vaccinal de tous les enfants de la planète, je pense. Alors, diphtérie, tétanos, il faut comprendre que ça fait partie de ce qui m'énerve chez les gens qui prônent la vaccination à tout craint. Ces gens-là vous disent, il y a des maladies qui ne se guérissent pas, donc il faut éviter leur apparition parce qu'il n'y a pas de traitement. J'entends ça, on a entendu ça pour la Covid, hein. Il était d'ailleurs interdit d'amener un traitement, puisque s'il y avait un traitement, on pouvait à ce moment-là plus développer le vaccin, puisqu'il n'y avait plus besoin d'un vaccin s'il y avait un traitement. Bon. Eh bien, il s'est passé exactement la même chose pour diphtérie, tétanos.
C'est-à-dire qu'on avait un traitement, il a été inventé en France et un autre avait trouvé autre chose aux États-Unis. Et on soignait parfaitement la diphtérie et on soignait parfaitement le tétanos. À chaque fois qu'on avait une diphtérie ou un tétanos en 1940, on savait quoi faire. Bon, et qu'est-ce qu'on a fait? Eh ben, on a fait taire ces découvertes parce que l'Institut Pasteur, encore lui, a mis sur le marché des vaccins antidiphtériques et antitétanos en expliquant, alors là, je vais laisser les gens se tomber de leur chaise en lisant cette histoire. Mais voilà, il était de bon ton à l'époque de pousser la vaccination antidiphtérique, particulièrement diphtérique, parce que c'était une invention française et que ça faisait briller la France dans le monde entier. Voilà, c'était un apport scientifique français. Donc après mais tout s'enchaîne. Mais encore une fois, quand vous comprenez que des maladies dites à prévention vaccinale sont des maladies curables, ben, il n'y a vraiment pas besoin de se vacciner, de prendre des risques avec des vaccins, surtout quand les produits sont totalement sans danger. Donc l'imposture, elle est absolument gigantesque. Mais ça, faut surtout pas le dire. Alors, pour ça, je suis au bord d'être interdit d'exercice. Moi, je crains plus grand-chose. Mais encore une fois, voilà, quand on le dit, on est attaqué. Et quand on est attaqué durement. Parce qu'on attaque les intérêts de l'Institut Pasteur, de Sanofi et des plus grosses boîtes américaines qui fabriquent des vaccins. Mais encore une fois, voilà, il faut savoir ça. Ce sont des données qui sont scientifiques. Et encore une fois, je les amène. C'est-à-dire que je ne suis pas là à ouvrir ma bouche à raconter des conneries. Moi, je les démontre. C'est-à-dire que j'ai des preuves. Et les preuves, elles sont dans le livre. Voilà, toutes. Alors, docteur, Voilà. pour terminer, merci beaucoup pour votre réponse. Vous avez évoqué votre très probable radiation de l'ordre. Est-ce que vous pourriez nous dire un peu où vous en êtes dans votre actualité judiciaire? Est-ce que vous parliez la dernière Oh. fois de plusieurs dizaines de milliers d'euros de condamnation, d'une radiation donc? Où en est l'ordre des Ah médecins ouais, dans ouais. sa cabale contre vous? Où ça en est tout ça? Alors là, on est à plusieurs centaines maintenant de milliers d'euros de condamnation, hein, puisque, puisque mon dossier a fait le tour de tout ce qui pouvait m'être reproché, on me le reproche. C'est-à-dire qu'on m'a reproché d'avoir fraudé le fisc avec des histoires de TVA, alors que j'étais médecin secteur 1. Donc déjà, en France, aucun médecin secteur 1 est soumis à la TVA, mais moi, on me soumet. Et puis derrière, on dit que j'ai soudoyé aussi mon comptable qui n'a pas déclaré. Donc, on déclare que je suis de mauvaise foi. Et ensuite, on a déclaré que j'avais une pénalité de retard parce que j'étais de mauvaise foi que je n'avais pas payé, alors que j'ai rien demandé. Enfin, bref. Et puis après, la sécurité sociale s'est retournée parce qu'on lui a demandé de se retourner contre moi. Alors qu'avant, elle savait pertinemment ce que je faisais, de quelle manière je travaillais. Et la Sécu m'avait donné un quitus oral, hélas, il y a 10 ans. Donc aujourd'hui, on me dit on ne vous a jamais donné de quitus. Et puis donc, on va vous réclamer à nouveau plusieurs dizaines de milliers d'euros. Et puis derrière, on me dit attention, parce que comme vous avez fraudé la Sécu, vous êtes un fraudeur. Et un fraudeur, on va transmettre une plainte au procureur de la République pour que vous soyez attaqué au pénal. Voilà. Donc moi, je soigne des gens qui, tous les jours, me remercient chaudement, qui traversent la France et la Belgique dans tous les sens pour venir se faire soigner depuis 10 ans. Et là, maintenant, je vais donc devoir répondre d'ici quelques jours à une plainte une plainte pénale pour charlatanisme et fraude. Donc, vous voyez, on ne vous lâche plus. Une fois qu'on vous tient en France, on ne vous lâche plus. Voilà. Mais bon, c'est trop tard. Maintenant, j'ai brûlé mes navires, hein. Je ne vais pas commencer à ramper ni à me taire. J'ai des choses à écrire, j'ai des choses à démontrer. Et puis, j'espère que le pire ne sera pas certain, mais voilà, je le vis. Là aussi, je remercie vraiment les éditions Résurgence, hein, parce que à chaque fois qu'un bouquin est vendu, ça m'aide à payer mes avocats, ça m'aide vous voyez, donc vous faites, enfin, je vais pas vous dire achetez mes livres parce que vous faites une bonne action, mais comprenez bien que je ne m'achète pas un ranch en Floride avec cet argent-là. J'achète des heures d'avocat pour me défendre, défendre mon honneur, défendre mon travail, défendre mon intégrité, défendre mon honnêteté. On a tout attaqué. On m'a traité de tout ce que je déteste. Fraudeur, charlatan, charlatan. C'est bon, quoi.
Donc voilà. Écoutez, mille merci de cette mise au point, Pierre. Et puis, on se revoit pour le tome 3 bientôt, alors, hein. Ah mais oui, avec plaisir. Et puis on espère malgré tout Ouais. que les issues seront pas aussi mauvaises que ce que vous évoquez là. Mais en tout cas, on vous souhaite bonne chance Qu'est-ce que tu et veux? C'est pas entre mes mains, c'est pas entre mes mains. Inch'Allah, on verra bien. De toute façon, si on veut me foutre par terre, c'est pas compliqué. Le pot de terre et le pot de fer, on sait très bien comment ça se termine. À ok. bientôt, Pierre. À bientôt, docteur. Merci beaucoup d'avoir pris le temps et puis on est avec vous. Au revoir. Merci de nous avoir écoutés. À bientôt. À bientôt pour le top 3. À bientôt. Merci, au revoir.